Frérot, là, on va faire de grosses dingueries avec les stablecoins. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quel est le meilleur stablecoin à utiliser pour le prochain bullrun et comment analyser un stablecoin. Je vais aussi te partager plusieurs stablecoins à suivre de très très près. Attention, certains projets sont risqués. Donc là, je vais faire un disclaimer tout de suite. On va parler français, on va dire les termes. Cette vidéo n'est pas pour les pleureuses. Là, on rentre dans des bails qui sont assez risqués. Donc, si t'es pas prêt à assumer, regarde pas. Là, on est entre ref, conviction testostéronée. Et si tu débutes, t'inquiète pas, tu peux rejoindre mon programme pour débutants qui te partagera les bases en crypto. Si tu as un rêve déterminé, tu peux t'abonner à la newsletter où je te partage l'actu crypto et des conseils DeFi pour saisir les meilleures opportunités. Avant de commencer, tu connais la maison. On va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir les refs. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Ouais, je m'étais trompée. Franchement, merci beaucoup pour vos commentaires hyper constructifs. Ça donne vraiment de la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Et frérot, la narrative des RWA, la tokenisation, on en a déjà parlé, mais t'inquiète, on va en reparler, et même dans cette vidéo. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais? Si tu connais pas, je suis ton gars sûr, et chaque semaine, on revient ensemble sur des sujets crypto et DeFi. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Là frérot, on va se concentrer sur le stablecoin dollar. Actuellement, ils ont une market cap de plus de 125 milliards de dollars. Defilama en liste plus de 120. Et les stablecoins génèrent énormément d'argent. On va essayer de comprendre ce que c'est et essayer de déterminer quels sont les plus pertinents à utiliser au prochain bullrun. Donc pour faire très simple, un stablecoin dollar, c'est tout simplement une représentation du dollar sur la blockchain. C'est aussi la meilleure application de la tokenisation. Parce que pour petit rappel, la tokenisation, c'est le fait de ramener sur la blockchain des actifs du monde réel. Donc en théorie, pour 1 dollar dans la vie réelle, on a 1 dollar en stablecoin. Maintenant, comment ces stablecoins arrivent à fonctionner? En fait, pour qu'un stablecoin puisse être égal à 1 dollar dans la vie réelle, l'entreprise ou l'organisation qui émet ce stablecoin doit s'assurer d'avoir des réserves suffisantes. C'est-à-dire que pour 1 dollar sur la blockchain, elle doit s'assurer d'avoir dans ses réserves au moins 1 dollar, si ce n'est plus, pour avoir encore plus de sécurité. Parmi les différents types de stablecoins, on a ceux qui sont backés par des monnaies fiat, par des cryptos, des stablecoins algorithmiques, également des stablecoins qui sont backés par des actifs, parce que quand on comprend le principe du stablecoin, on peut créer des stablecoins qui sont backés par n'importe quel type d'actif, mais on va se concentrer sur les trois premiers. Donc, si on prend les stablecoins backés par des fiat, le collatéral, pardon, d'ailleurs, si tu as vu la vidéo sur le prêt décentralisé, le collatéral n'a plus aucun secret pour toi. Mais pour petit rappel, le collatéral, c'est tout simplement la garantie, la réserve qui va backer le stablecoin sur la blockchain. Dans le cadre des stablecoins backés par la fiat, le collatéral, c'est généralement des monnaies fiat, du dollar, ou des actifs financiers reliés au dollar, comme les bons du trésor. Ces stablecoins-là, ils sont centralisés, ils sont gérés par une entreprise centralisée et l'un des exemples les plus parlants est l'USDC qui est émis par la société Circle qui a ses réserves en dollars qui se situent dans des banques et qui a également des réserves en bons du trésor. Maintenant, quand on prend les stablecoins qui sont backés par des cryptos,
Ils ont en collatéral des cryptos hein, comme l'Ether, le Bitcoin et n'importe quel type de crypto. Ils sont décentralisés, régis par des smart contracts et ils sont gérés pardon, par une DAO, donc une organisation autonome décentralisée. Et l'exemple le plus parlant est le LUSD qui a comme collatéral de l'Ether, mais t'inquiète, on va en reparler tout à l'heure. Enfin, on a les stablecoins algorithmiques. Alors, ce sont un peu les stablecoins qui sont sombres. Généralement, ils n'ont pas de collatéral. Ils ont en fait un mécanisme algorithmique qui leur permettent d'arriver à avoir une forme de stabilité. Ils sont aussi décentralisés. L'exemple le plus parlant, c'est l'UST qui malheureusement nous a quittés. Juste après, je vais te dire pourquoi. Mais ces stablecoins ont un trilemme qu'il faut toujours avoir en tête. C'est impossible pour un stablecoin d'optimiser en même temps la stabilité de prix, l'efficience en capital, donc essayer d'avoir le moins de réserves possible pour backer un stablecoin sur la blockchain. Parce que, exemple très concret, si une entreprise décide d'avoir 5 dollars dans ses réserves pour un stablecoin dollar sur la blockchain, en soi, ça pourrait être rassurant, mais pour elle, elle pourrait se dire, ok, donc là, en fait, j'ai 4 dollars qui sont bloqués que j'aurais pu utiliser pour générer de l'argent supplémentaire. Donc, c'est pas très efficient, pertinent en termes de capital parce qu'il y a de l'argent qui est bloqué pour rien, pour faire simple. Et la décentralisation, c'est le fait que le stablecoin ne soit pas géré par une organisation centralisée. Donc, si on cherche des stablecoins qui optimisent pour la décentralisation et la stabilité de prix, on pourrait se diriger vers des alternatives comme le DAI, mais le DAI, je t'en reparlerai tout à l'heure parce qu'il n'est pas si décentralisé que ça, et le LUSD. Et une autre aussi caractéristique très importante reliée aux stablecoins décentralisés, c'est qu'ils sont incensurables. Parce que quand tu prends un stablecoin centralisé, comme ils sont régis par une entité centrale, ces stablecoins ont le pouvoir de bloquer, geler les fonds de leurs utilisateurs. Donc, il faut se méfier. C'est pour ça que le choix du stablecoin peut être très crucial en fonction de ce que tu veux faire avec. Donc, si on cherche un stablecoin qui optimise pour l'efficience en capital et la stabilité de prix, on va se diriger vers des alternatives comme l'USDC et l'USDT, tout en sachant que ces stablecoins peuvent se faire bloquer, donc ils peuvent avoir les mêmes fonctionnalités pardon, qu'une banque normale. Enfin, si on veut un stablecoin qui optimise pour la décentralisation et l'efficience en capital, on va prendre l'UST. Et je voulais te parler de ces trois mots-là. En fait, surcollatéralisé, ça veut tout simplement dire que pour un stablecoin sur la blockchain, on a plus d'un dollar en réserve. Donc là, pour ces stablecoins-là, la réserve est également sur la blockchain. Quand on a un collatéral à 1 pour 1, ça veut dire que pour un stablecoin sur la blockchain, on a un dollar en réserve. Et je pense que l'USDC et l'USDT ont un collatéral un peu plus élevé, mais bon, là, tu as compris le concept. Et sous-collatéralisé, ça veut dire que pour un stablecoin sur la blockchain, on a moins d'un dollar en réserve. En soi, c'est bien pour le capital qui n'est pas bloqué, mais c'est très, très, très risqué. Et on va passer à la menace des stablecoins. La menace des stablecoins, c'est tout simplement de perdre leur valeur au dollar. Parce qu'au début, on se dit, ok, le stablecoin, c'est censé être stable, avoir une valeur en dollars, mais malheureusement, le stablecoin peut perdre sa valeur. Et généralement, quand un stablecoin perd sa valeur au dollar, on dit qu'il perd son peg. Le peg d'un stablecoin, c'est la valeur stable qu'il est censé maintenir. Donc, si on dit à l'USDT a perdu son peg au dollar, ça veut dire que sa valeur a chuté. Et c'est ce qui s'est malheureusement passé au printemps 2022, il me semble. Là, tu vois, je t'ai partagé le cours de l'UST qui s'appelle maintenant Terra Classic USD. Avant, il valait un dollar. Et là, après le crash de Terra Luna, il ne vaut que 0,01 centime. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, du jour au lendemain, ont vu la valeur de leur stablecoin qui pensait être stable divisée par 100. C'est quelque chose qui fait très très mal. C'est pour ça que la crypto, c'est pas pour les plus riches. Parce que quand tu vois qu'il y a même des cryptos qui sont censés être stables, qui te font des divisés par 100, des grosses dingueries comme ça, tu te dis, ah ouais, c'est chaud, faut vraiment avoir les reins solides. Et surtout là, si t'es un survivant de l'UST, frérot, on est ensemble, force à toi, conviction testostéronée. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un stablecoin qui nous a déçus que ça veut dire que tous les stablecoins vont nous décevoir, même si
Quand on va sur CoinMarketCap, dans la catégorie stablecoin, on voit que l'UST n'est pas le seul qui a perdu son peg au dollar. Là, Thor nous a fait une dinguerie encore plus grande. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même se méfier. Et quand tu vois stablecoin, il ne faut pas se jeter les yeux fermés. Déjà, je pense que même en termes de stablecoin, il faut se diversifier, mais tu peux aussi faire quelques petites analyses pour savoir si ce stablecoin est relativement sûr ou si ça s'avère être un stablecoin risqué. Donc là, on va commencer à parler des risques. Les risques qui entourent les stablecoins. Je t'en ai listé 11. Je te partagerai cette liste en français dans la newsletter, sinon la vidéo sera trop longue, mais je vais t'en partager quelques-uns. Bon, le premier, c'est le risque relié au collatéral. Si on prend l'exemple des stablecoins centralisés, on sait qu'ils ont leurs réserves en banque. Ça veut dire que si la banque fait faillite, ça pourrait dérégler leur stablecoin. Et c'est ce qui s'était passé pour l'USDC. Je ne sais pas si tu étais là, mais avec la faillite des banques SVP, l'USDC a perdu son peg au dollar et à un moment il y avait une panique, il y a plein d'investisseurs qui ont voulu retirer leurs USDC et ça a aussi euh, encore plus ça a aussi empiré le DPEG du stablecoin et ça c'est un peu un risque qu'on pourrait dire de marché ou systémique et même de liquidité parce que quand il y a trop de personnes qui veulent se retirer d'un stablecoin, si le stablecoin n'était pas préparé à ce retrait massif, il peut aussi être perturbé. Il y a aussi le risque de censure que j'avais évoqué juste avant, mais c'est important de l'avoir en tête. Ce n'est pas parce qu'un stablecoin est sur la blockchain qu'il est incensurable. Si ce stablecoin est géré par une entité centralisée, ça veut dire qu'il est censurable. Et je pense aussi à PayPal, PayPal qui a récemment sorti un stablecoin. Stablecoin centralisé, censurable, méfie-toi. Je vais aussi te partager plusieurs questions à se poser quand tu veux essayer d'analyser un stablecoin pour voir si ce stablecoin mérite que tu t'y intéresses, mérite que tu le détiennes ou non. Parmi eux, il y a qu'est-ce qui back le stablecoin, par quoi il est backé? Est-ce que c'est un stablecoin qui est audité? Parce que là encore, même si on veut faire des expérimentations et qu'on aime bien les choses un peu sombres, il faut quand même, il faut doser, tu vois ce que je veux dire? On peut aussi se demander quel est son degré de transparence et de décentralisation, si ce sont des notions qui nous tiennent à cœur à titre personnel. Est-ce qu'il est résistant à la censure? Quel est l'état légal et où se situe-t-il par rapport à la régulation? Ouais, c'est ça, j'arrive à parler. Est-ce qu'il est liquide? Quelle est l'acceptance de marché? Ça aussi, c'est très très important en fonction de ce que tu veux faire. Parce que si tu veux utiliser un stablecoin pour générer du rendement sur d'autres applications DeFi, il faut que tu t'assures que ce stablecoin soit accepté par d'autres applications. Ou si tu veux utiliser un stablecoin pour payer des services qui acceptent le paiement en crypto, il faut aussi que tu t'assures que ces services-là acceptent ce stablecoin. Donc, les risques associés, comment est-ce que la DAO ou l'entreprise gère ces risques-là? Comment le stablecoin maintient son PEG? Est-ce qu'il est scalable, la mise à l'échelle? Et ça aussi, c'est quelque chose de très, très, très important. Et je pense que c'est aussi une des causes qui a fait que l'UST a chuté, c'est que ok, un stablecoin peut fonctionner s'il a 100 utilisateurs, mais qu'est-ce qui va se passer si du jour au lendemain, le nombre d'utilisateurs fait x10, x100? C'est aussi quelque chose à analyser dans n'importe quel projet crypto, mais ça l'est aussi quand on parle de stablecoin. Et le point 11, il est extrêmement important. Est-ce qu'il y a des utilités ou des bénéfices supplémentaires? Parce qu'ok, c'est cool d'avoir un stablecoin, mais avec la guerre des stablecoins qui est en train de se passer, il faut que nous aussi on puisse manger. Tu vois ce que je veux dire? Et si je te dis ça, c'est parce que, frérot, pour les gens qui créent des stablecoins, c'est un business très très juteux. Ils sont en train d'imprimer énormément d'argent, frérot. T'as pas idée. C'est d'ailleurs pour ça que PayPal a voulu lancer son stablecoin. Mais je vais juste te partager un exemple. Tether. Tether, au trimestre 3, ils ont généré 1 milliard de dollars de profit opérationnel. Je te parle pas de chiffre d'affaires, je te parle de profit. 1 milliard de dollars, ils sont en train d'imprimer énormément. Et nous, en tant qu'investisseurs, quand on voit ça, on se dit, mais attendez les refs, je comprends pas. Là, vous imprimez. Moi, j'ai votre stablecoin dans mon wallet, dans mon portefeuille crypto, mais vous faites pas croquer. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire, frérot? C'est pour ça qu'il faut aussi penser à ça. Et c'est pour ça qu'il y a des nouvelles initiatives qui arrivent qui peuvent s'avérer être beaucoup plus pertinentes que les stablecoins anciens. Mais attention, c'est très risqué. Bon, là, je vais passer à la partie
où je vais te partager plusieurs projets. Donc frérot, si t'es une pleureuse mais que t'as voulu faire le mec, ouais non, t'as vu, je reste, là, tu as encore l'opportunité de partir. Parce que parmi les projets que je vais te partager, certains peuvent être très risqués, peut-être que certains vont échouer, mais on va juste essayer d'apprécier l'initiative technologique qu'ils ont voulu mettre en place. Mais on va commencer crescendo, tu connais, on va commencer crescendo avec Tether. Donc Tether, il me semble que c'est un des stablecoins, si ce n'est le stablecoin le plus ancien. Alors c'est un poids lourd, hein, c'est le plus gros stablecoin en termes de market cap. 86 milliards de market cap, il est né en 2014, donc il est backé par des fiat, il est centralisé, pas résistant à la censure, il est disponible sur plus de 54 blockchains, on peut l'utiliser sur plusieurs protocoles DeFi, donc on soit pour la personne qui se dit, moi dans tous les cas, je m'en fous qu'un stablecoin soit résistant à la censure, mais je veux juste l'utiliser pour faire des expériences DeFi, là, tu pourras faire beaucoup de choses avec parce qu'il est compatible avec la plupart des protocoles DeFi et la plupart des blockchains. Une chose que j'aime bien aussi analyser quand je prends un stablecoin, c'est quelle est son adoption. Et pour analyser l'adoption d'un stablecoin, il faut regarder sa market cap. Parce que plus les gens achètent stablecoin, plus la market cap augmente. Et inversement, plus les gens revendent stablecoin, plus la market cap baisse. Et au-delà de ça, la market cap d'un stablecoin peut aussi nous donner une indication sur sa stabilité financière. Parce que plus un stablecoin euh, plus une entreprise pardon, qui émet un stablecoin a des réserves, plus elle peut aussi les utiliser pour générer de l'argent, notamment avec les bons du trésor. Et c'est aussi pour ça que Tether a réussi à imprimer énormément. Regarde, là, on voit que là, les gens achètent. Là, il y a une petite baisse, mais là, malgré tout, on voit que le Tether connaît toujours une adoption croissante. Est-ce que c'est le cas pour les autres? Là, je vais te parler du DAI, le fameux stablecoin entre guillemets décentralisé. Si je dis entre guillemets, c'est parce que eux, ils sont backés par plusieurs actifs et parmi les actifs qui backent le DAI, on a aussi de l'USDC qui est un stablecoin centralisé. Bon, là, ils ont réduit leur exposition à l'USDC parce qu'avant, il me semble qu'ils avaient peut-être 50% ou peut-être plus d'exposition à l'USDC. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très, très, très important à analyser. Parce que si tu as un stablecoin qui te dit, moi je suis décentralisé, mais qu'il a 95% de son collatéral qui est en stablecoin centralisé, il faut se méfier. S'ils ont un pourcentage relativement acceptable, pourquoi pas? Mais faut pas abuser. Et donc là, on voit qu'ils sont backés par de l'Ether, le WSTETH et aussi des actifs du monde réel. Des actifs du monde réel. Le DAI génère aussi beaucoup d'argent. Ils se sont lancés en 2017, sont disponibles sur plus de 33 blockchains. Ils sont aussi très utilisables sur les protocoles DeFi. Mais là, tu vois, quand on regarde la courbe d'adoption, c'est un peu enfin, c'est en baisse, hein, disons les termes. Par contre, ce qui est intéressant avec le DAI, qu'on ne retrouve pas chez l'USDT, en tout cas pas à ma connaissance à ce jour, c'est que le DAI, ils ont récemment sorti un protocole de prêt et d'emprunt et ils veulent partager une partie des revenus qu'ils génèrent avec leurs utilisateurs, dans le sens où sur leur protocole Spark, ils proposent aux utilisateurs de déposer leur DAI pour recevoir un rendement de 5%. Bon, ça peut fluctuer, mais déjà là, on peut voir qu'il y a une incitation à détenir du DAI, surtout si on veut le faire travailler pour 5% de rendement. Après, encore une fois, c'est quelque chose de risqué, mais je veux juste montrer les innovations que les stablecoins mettent en place. Après, on a l'USDC, stablecoin centralisé. Il s'est lancé en 2018, même délire que l'USDT. Par contre, une des grandes différences entre l'USDT et l'USDC, c'est que l'USDT, c'est un peu le bad boy. Parfois, ils sont un peu sombres, ils veulent pas trop déclarer d'où vient l'argent. Ils font aussi des choses qui sont à la limite de la légalité. Malgré tout, ils connaissent une forte adoption. Alors que quand on prend l'USDC, on peut voir que là, je sais pas si c'était depuis leur DPEG, l'événement où il a DPEG, mais là on peut voir qu'ils sont quand même en décroissance. Par contre, Circle vient d'annoncer qu'ils étaient en train d'envisager une entrée en bourse pour 2024, donc à voir. À voir. Donc là, c'était les stablecoins les plus entre guillemets sûrs. Je vais te partager un autre stablecoin centralisé, c'est le TUSD, il me semble que c'est TrueUSD, c'est un tout petit, c'est un bébé, un 3 milliards comparé à lui qui est à 24 et les autres qui étaient à deux chiffres en termes de milliards. Mais si je te parle de lui, c'est parce que il me semble que c'est le nouveau stablecoin choisi par Binance. On sait que le BUSD a une fin de carrière avec Paxos, on ne va pas revenir sur ça, mais l'autre alternative que Binance pourrait utiliser fortement est le TUSD.
Et d'ailleurs, même si là il est disponible sur peu de blockchains, on remarque qu'il a une adoption croissante, sa market cap augmente, donc ça veut dire que là, ils sont en train de générer de plus en plus d'argent, donc c'est pour ça que c'est un stablecoin à suivre. Maintenant, allons dans des stablecoins un peu plus risqués, un peu plus exotiques. Le LUSD, j'en ai parlé tout à l'heure. Petit stablecoin, même pas le milliard, 212 millions de market cap. Il s'est lancé en 2021, donc c'est quand même relativement très récent. Il est 100% décentralisé, donc il est incensurable. Il est backé par de l'Ether. Bon, là, on peut voir qu'il a une adoption qui est décroissante, mais ce qui peut être pertinent avec ce stablecoin, c'est qu'il te permet euh, de un prêt à 0%. Donc en fait, tu peux déposer de l'Ether pour emprunter du LUSD à 0%, ce qui peut s'avérer être très pertinent en fonction de tes besoins. Et là aussi, c'est quelque chose qu'ils mettent en avant sur leur site. Ils ont 0% d'intérêt sur les emprunts, ils ont un collatéral ratio de 110%. Ça, on va en reparler quand je ferai de la vidéo sur les CDP, donc là, je ne vais pas détailler. Et voilà, ils sont résistants à la censure. Le protocole est contrôlé par personne. Donc, en fonction de tes valeurs, en fonction de ce qui te tient le plus à cœur, tu pourras choisir le stablecoin qui est le plus pertinent et qui répond vraiment à tes besoins. L'autre stablecoin, c'est le GHO. Lui aussi, je l'adore. Tu vas voir qu'il a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Alors là, c'est le bébé, c'est le dernier bébé, c'est un tout petit bébé, il a même pas un an, frérot. Il est tellement bébé que CoinMarketCap n'affiche pas sa market cap. C'est un stablecoin qui a été lancé par AAVE, il est décentralisé, surcollatéralisé. Et ce que j'adore avec ce stablecoin, c'est que quand tu stacks du AAVE, tu peux avoir des frais réduits sur les prêts que tu veux, sur l'emprunt du GHO. Donc au lieu d'emprunter un stablecoin, tu peux décider d'emprunter du GHO et si tu stacks du AAVE, tu peux avoir des frais réduits. Et ce qui est bien, c'est qu'en fonction de la crypto que tu déposes en collatéral, frérot, tu peux littéralement être payé pour emprunter de l'argent. Donc là aussi, c'est un autre avantage. Le LUSD nous propose un emprunt à 0% d'intérêt. Là, on nous propose une réduction d'intérêt sur le stablecoin GAO qu'on peut emprunter si on décide de stacker de la AVE. Mais dans certains cas, on peut même être payé pour emprunter. C'est pour ça qu'il y a plein de comparaisons à faire. Et l'autre chose hyper pertinente avec ce stablecoin, c'est que tu stacks de la AVE, mais cette fonctionnalité témoigne d'une utilité extrêmement pertinente de la AVE. Et frérot, je sais que quand je t'avais parlé de la vidéo, quand je t'avais parlé du prêt d'emprunt sur AVE, le AVE il était à peu près, je crois, à 63 dollars, 60 dollars. Là, le AVE il est à 100 dollars, frérot. Ça veut dire que tu peux stacker une pépite qui pourrait potentiellement exploser pour être payé pour emprunter de l'argent. Et dinguerie, dinguerie. Je dis juste ça pour que ta réflexion puisse s'activer, pour que tu puisses aussi voir tout ce que tu peux faire avec la finance décentralisée. Mais par contre, le point négatif, c'est que comme c'est un stablecoin nouveau, il se cherche encore en termes de prix. Il n'a pas réussi. Là, je t'ai pas mis la market cap. Là, je t'ai vraiment mis l'évolution du prix au cours du temps. Là, il a 96 centimes. Donc, si tu paries sur le fait qu'il va retrouver son paye, que ça pourrait être pertinent, là, tu peux acheter du Go à un prix discount, parce qu'après, quand sa valeur va augmenter, ton bac de Go va augmenter. Mais voilà, on voit que plus un stablecoin est jeune, plus il est risqué, plus il a quand même ses preuves à faire. C'est pour ça que même si il a une utilité pardon, intéressante, je ne mettrai pas tous mes œufs dans le même panier. Et même l'autre chose que tu peux faire, c'est emprunter du Go. Et après, quand tu empruntes du Go, le convertir en DAI, par exemple, pour le mettre sur le produit DSR de Spark Protocol. Juste une idée, hein. Faut pas faire ça, je te partage juste ça à titre informatif. Et l'autre stablecoin, alors là, frérot, c'est extrêmement risqué. Mais si je t'en parle, c'est parce que récemment, on a fait une vidéo sur les LST. Donc là, on est dans les bails. Donc on peut comprendre un peu les produits sombres et on a conscience des risques. En fait, le stablecoin USD, qui est lancé par Libra Finance, c'est aussi un bébé. Il s'est lancé très très récemment. Alors, ils ont un concept qui est très intéressant, interest bearing. Et eux, ils sont backés par des LST. Donc, tu peux déposer tes LST pour minter, pour emprunter du EUSD et recevoir des rendements. Et ce qui est bien, c'est que quand tu détiens du EUSD dans ton portefeuille, tu reçois du rendement automatiquement sans le stacker. Alors, ce ne sont pas les précurseurs de ce type de concept. Il y a aussi le OUSD qui te permet d'avoir du rendement juste en détenant une crypto. Mais c'est un concept qui est bien. C'est pertinent, t'imagines. Le simple fait d'avoir du stablecoin dans ton portefeuille te permet d'en avoir encore plus.
Mais voilà, c'est très 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 risqué. Et là, le problème inverse qu'a le USD par rapport au JAO, c'est que là, ils sont même au-delà d'un dollar. Donc ça veut dire que si tu en achètes maintenant et qu'après il retrouve son PEG, la valeur en dollars de ton portefeuille pourrait baisser. Mais c'est quand même un concept que je suis de très très près. Et en plus, là, on peut avoir un intérêt à 8%. Donc, il y a énormément de pour et de contre à faire dans le choix du stablecoin. Dans tous les cas, il faut privilégier la diversification. Et si je t'ai parlé de ce stablecoin, c'est parce que là, ça va un peu introduire la prochaine vidéo que j'aimerais faire sur les CDP. C'est quoi déjà CDP? Attends, Debt Protocol. Ah, Collateral Debt Protocol, voilà. Là, on est vraiment dans la DeFi, on se concentre sur la DeFi. Ça, liquid staking, c'est fait, lending, c'est fait, ROA, c'est fait, même si on va encore le traiter. Et j'aimerais qu'on traite cette narrative qui a un fort potentiel, mais très, très risqué. Là, le Libra, franchement, enfin, le Libra, ouais. Libra Finance, le USD, c'est très risqué parce que là, tu vois qu'on dépend d'un LST, donc on pourrait potentiellement dépendre du STETH de Lido Finance, mais si Lido a un problème, ça veut dire que les LST de Lido auront des problèmes et ces problèmes pourront se répercuter sur le USD. Donc c'est pour ça que quand il y a trop de liens avec plein de projets qui sont risqués, on amplifie le risque et je ne sais pas si le risque en vaut toujours la chandelle. En tout cas, là, là, je pense que tu as un écosystème des stablecoins qui est assez bien représenté et à toi de te poser les bonnes questions dans tes choix de stablecoin. Et dans tous les cas, peu importe ce que tu choisis de faire en fonction de tes besoins, je te recommande aussi la diversification. En tout cas, partage-moi tes retours en commentaire, dis-moi quel est ton stablecoin préféré et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.